Le lendemain, le PC décida de monter une opération d'envergure avec 3 autres compagnies. Quant à la nôtre, elle fut chargée de retourner sur les lieux de l'accrochage pour constater les pertes possibles d'Eiffel. Parvenus de bon matin au village, nous entreprîmes la fouille des maisons où se terraient que de vieilles femmes et de très jeunes enfants. Seule la maison de la jeune fille avait été saccagée, et on retrouva plus tard les corps des 2 femmes, visiblement torturées, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Les Fell leur avaient reproché de les avoir vendues. Traces de sang et étuis d'armes automatiques témoignaient seuls de leur présence. Rien d'autre. Pendant le ratissage, on entendait des tirs dans la montagne. Les avions mitraillaient probablement des villageois en fuite. La veille, durant le combat, je n'avais pas bougé du half-track et j'étais resté très peu la tête au dehors. Nous étions harcelés. Les balles sifflaient et ricochaient sur le blindage. Le vacarme de la mitrailleuse m'assourdissait. Pour la première fois, nous avions fui devant les Fell. Sur le chemin du retour, il faisait nuit et j'avais peur que quelqu'un lance une grenade à l'intérieur du half-track. Et parfois, nous apercevions la flamme des armes, à peine à une trentaine de mètres de nous. Lorsque aujourd'hui je me souviens de cette aventure, je pense que vraiment nous avons eu de la chance de nous en sortir. Et je ne peux m'empêcher de frissonner au souvenir de cette nuit tragique, en quelque sorte miraculeuse pour moi, mais qui n'a épargné ni la jeune fille soucieuse de son honneur et de sa virginité, ni la mère qui tenta de s'interposer. L'accrochage, suivi de la déroute, eut lieu juste 1 mois avant le départ du capitaine à la retraite. Très tard dans la soirée, alors que j'étais seul avec lui au bar, il ne chercha pas à cacher son inquiétude. Certes, il demeurait satisfait d'avoir sauvé la compagnie d'une catastrophe avec peu de pertes comparées à celles subies par les Fell, mais son propre sort le préoccupait. Et il me racontait que par le passé, jusqu'à ce jour, chaque fois qu'il s'était trouvé dans une situation critique, un miracle s'était accompli en sa faveur. Je m'en suis toujours sorti sain et sauf. Mais ce miracle va-t-il durer le mois qu'il me reste à faire avant d'aller mener une vie tranquille auprès de mes enfants? Je fus fort étonné de ces paroles. Son passé témoignait de son courage et de sa dignité. Mais je comprenais bien son sentiment et savais que tout être humain subit à un moment de sa vie une défaillance. Durant ce dernier mois, je fus presque son confident. Il me disait tout, surtout depuis la mort de Daniel, parce qu'il avait compris à quel point sa disparition m'avait touché. Peu à peu, nous nous rapprochâmes l'un et l'autre, malgré les différences qui nous séparaient. Lui, le capitaine, maître absolu d'un village, commandant une compagnie et quelques 5000 civils. Moi, le prisonnier déraciné, solitaire. Nous avions pourtant besoin l'un de l'autre. Les derniers temps, il me considérait presque comme son fils, et ce sentiment réel qu'il ressentait pour moi me touchait. Je l'estimais et m'attachais à lui malgré cette réclusion que je lui devais.
parce qu'il était juste et servait sa patrie dans l'honneur et avec fidélité, sans abuser de ses pouvoirs, bien au contraire. Sa présence épargna de nombreuses vies. Aussi ai-je trouvé en lui ce refuge qui éloignait de moi tristesse et solitude. Au cours de cette période ou de cette soirée, il m'avoua son regret de me priver de liberté et m'expliqua que lorsqu'il m'avait vu passer à la Gégène, il avait désiré me garder jusqu'à ma guérison pour me libérer ensuite. Quelques jours plus tard, il apprenait par des prisonniers que les Fels me considéraient comme un traître, et il pensa mieux assurer ma protection en ne me délivrant pas. Je regrette de ne pas t'avoir relâché le premier jour. Ainsi, tous ces malheurs t'auraient été épargnés, avoua-t-il. Je fus ému d'entendre ce soldat parler avec autant de bon sens et de tendresse, remettre en cause son passé et ses actes. Il m'interrogea sur ma vision de l'avenir après la guerre. Je lui répondis que la vie m'avait déjà réservé tant de surprises qu'il était inutile de faire des projets. Aurais-je imaginé un jour ma présence parmi vous? Et cependant je suis là. Nous nous séparâmes vers 2 heures du matin. Il était resté plus d'1 heure en ma compagnie. Après le départ des 2 sections, je restai éveillé toute la nuit, et dans ma chambre je réfléchissais à cette conversation. De son côté, la lumière brillait dans son bureau. Au matin, vers 6 heures, avant de rejoindre les 2 sections, son visage exprimait la tristesse, et visiblement il souffrait. La veille, il m'avait appris que d'ici 1 mois et demi, nous irions nous installer dans un village différent, alors que nul ne le savait, mis à part l'adjudant blessé. Il me fit cette confidence alors que je lui expliquai ne pouvoir supporter de rester encore longtemps dans un village où tous les habitants me connaissaient. Je souffrais de voir torturer et même tuer un prisonnier. Il comprenait. Plus tard, je m'aperçus qu'il ne s'agissait que de faiblesse et puérilité de ma part. Même loin de mon village, le malheur des hommes me plongea toujours dans le désespoir et la souffrance. Cette nuit proche de la retraite, le capitaine semblait un vieillard devinant la fin de sa vie et qui aurait fait le bilan, partageant le bon et le mauvais. Il était inspiré par ce métier, si noble et si atroce à la fois, le métier des armes. Ces confidences, je les reçus le soir où le masque tomba et qu'apparut l'homme véritable, humain. De par ses fonctions, il s'obligeait à se montrer ferme, sans rien laisser deviner de ses sentiments réels, afin de remplir sa mission au mieux. Fier d'avoir participé à la libération de la France, il était terriblement éprouvé par les guerres d'Indochine et d'Algérie, qu'il ne pouvait pleinement justifier. Telles furent ses paroles.